Bonjour, nous sommes au mercredi 13 août 2025. Alors nous allons aujourd'hui parler encore des conflits israélo-arabes, surtout voir comment arrêter l'interminable tragédie. La prolongation à l'infini des conflits israélo-arabes est une belle illustration de ce dicton: mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Si ces conflits se prolongent anormalement, c'est essentiellement parce que personne n'ose qualifier les faits pour ce qu'ils sont. Que ce soit les Juifs, les Arabes, la communauté internationale ou les Occidentaux, personne ne dit quelles sont ses motivations réelles. Tout le monde fait semblant. Donc il y a une hypocrisie générale faite de lâcheté, de manque de clarté, d'hésitation, de dissimulation. J'en passe, c'est des meilleurs. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, survolons brièvement cette histoire pour voir comment depuis plus d'un siècle, et encore aujourd'hui plus qu'hier, tous ces travers prolongent cette tragédie offerte en spectacle quotidien à toute l'humanité. Nous le savons tous, face aux diverses exactions subies par les leurs en Europe et dans le monde arabe, des élites juives mondiales, depuis la fin du XIXe siècle, se sont engagées dans la recherche d'un foyer national pour leur peuple. Une terre où les Juifs, en toute souveraineté, pourront vivre librement et en sécurité. Cette préoccupation patriotique juive, clairement établie en 1896 dans l'État juif, livre publié par Theodor Herzl. Donc cette préoccupation patriotique devient alors l'un des sujets évoqués dans les chancelleries des grandes puissances. Vous savez, les Juifs sont bien introduits partout, donc ça devient un sujet. Mais où faut-il créer cet État? En Ouganda, en Afrique, en Argentine, en Amérique latine? Donc divers endroits ont été envisagés, et après quelques interrogations sur la localisation de ce foyer national juif, le mouvement sioniste mondial, dès le début du siècle dernier, choisit définitivement la Palestine ottomane, la terre promise, où une immigration juive est enclenchée depuis des décennies. En effet, quel sens aurait le sionisme en Ouganda? Jérusalem est en Palestine et non dans la forêt tropicale africaine. Et comment les Juifs justifieraient-ils une conquête territoriale en Afrique noire ou en Amérique latine? Ceci étant, que ce soit en Ouganda, en Argentine ou en Palestine, la réalisation du projet sioniste passe par une conquête territoriale. Oui, une conquête territoriale. Depuis la nuit des temps, les principaux moyens de conquête territoriale sont connus. Soit c'est par la force des armes, toute l'histoire de l'humanité n'est faite que de ça. On se sent fort, on prend les armes et puis on conquiert les territoires. Les Perses l'ont fait, les Grecs avec Alexandre le Grand conquis une partie du monde. Les Arabes, à la naissance de l'islam, au 7e siècle, ont conquis le monde de l'Espagne jusqu'à un moment donné en Indonésie. Les Mongols, les Gengis Khan, les Ottomans, bon, bref, ça, je n'apprends rien à personne. Toute l'histoire de l'humanité est faite de conquêtes, pas les armes.
Donc c'est le premier moyen de conquête. Il y a aussi le peuplement par l'immigration massive. On peut conquérir un territoire par l'immigration massive dans le peuple. On a l'exemple de la 22e dynastie pharaonique, qui débute au Xe siècle avant Jésus-Christ, qui était une dynastie libyenne. C'est des Libyens qui ont beaucoup immigré en Égypte. Ils s'étaient introduits dans toute l'administration, dans l'armée. À un moment donné, ils ont pris le pouvoir. Et ça donne la 22e dynastie pharaonique. Si l'Amérique du Nord est plus anglophone que francophone aujourd'hui, ben c'est tout simplement parce que au XVIIe et XVIIIe siècle, les Britanniques ont plus émigré en Amérique que les Français. Donc on peut conquérir un territoire par le peuplement, par l'immigration. Il y a aussi l'acquisition transactionnelle, notamment par l'achat. Ces 2 jours, on entend parler de l'Alaska où Poutine et Trump doivent se rencontrer. Mais l'Alaska, les Américains, les États-Unis l'ont acheté à l'Empire russe à la fin du 19e siècle. La Louisiane a été vendue par Napoléon aux États-Unis. La Corse a été vendue par l'Italie à la France. Donc, on peut conquérir un terrain par l'acquisition. Il y a aussi un dernier point que j'appelle la diplomatie de l'échange des bons procédés. Oui, si aujourd'hui la Savoie et Nice sont françaises, c'est parce que, bon, elles ont été données à Napoléon III en contrepartie de son aide à l'unité de la nation italienne. Donc voilà, on peut conquérir des territoires et ça donne au peuple, aux États, un droit de conquête. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui. Donc les leaders du mouvement sioniste, qui savaient qu'ils devaient conquérir un territoire pour en faire le noyer, leur foyer national juif, mais procédèrent par une combinaison de tous ces moyens dont je viens de parler. Achat des terres et organisation de l'immigration en Palestine, forte activité diplomatique, notamment pendant la Première Guerre mondiale, activité qui se solde par la déclaration de Balfour. Il faut dire que la déclaration de Balfour, ce n'est pas à cause des beaux yeux des Juifs que les Anglais leur ont fait cette promesse. Nous sommes en pleine guerre, les Britanniques ont des préoccupations, des besoins, les responsables sionistes, le président, celui qui a pris la suite du mouvement après Theodor Herzl, le chimiste Chaim Weizmann, bon, c'est un grand chimiste qui aidait les Britanniques à fabriquer des bombes. Les Britanniques voulaient que les Américains rentrent dans la guerre, les Juifs étant beaucoup introduits dans certains milieux aux États-Unis. Donc, tout cela, c'est du donnant-donnant. Ce n'est pas à cause des beaux yeux des Juifs qu'il y a la déclaration de Balfour. Ils vont procéder aussi par l'initiation des immigrants au maniement des armes pour se défendre contre les voisins arabes qui voient d'un mauvais œil le mouvement sioniste. L'antisionisme arabe est tout à fait normal. Dès le début du XXe siècle, les Arabes voient ces gens venir et c'est tout à fait normal qu'ils soient contre ce mouvement. Et il va y avoir des accrochages par-ci, par-là. Donc, les Juifs qui immigrent en Palestine vont s'initier au maniement d'armes pour pouvoir se défendre face à leurs voisins arabes. Il faut noter à ce stade que les Juifs qui arrivent en Palestine, c'est des jeunes gens. En Europe de l'Est, des pays comme la Pologne, l'Ukraine, la Russie, tous ces pays où il y a beaucoup de Juifs, le mouvement sioniste a pris dans cette jeunesse, donc des gens comme David Ben Gurion, c'est des jeunes gens de 18, 19, 20 ans qui vont en Palestine pour faire naître leur nation. Donc c'est des jeunes gens qui sont capables de se battre. Donc voilà, c'est avec tous ces moyens-là
que le mouvement sioniste opère, et il va y avoir un certain nombre de problèmes que je veux évoquer. En tout cas, j'en ai identifié 4. Le premier problème, je dirais, dans ces conflits que nous voyons jusqu'aujourd'hui, le premier problème est la partition oubliée. Il faut dire que c'est en raison de la déclaration de Balfour que les Britanniques scindent la Palestine en deux en 1922, dès le début de leur mandat. La rive est du Jourdain, la Transjordanie, avec 77% du territoire étant destiné à être la Palestine arabe et les 23% restants pour la Palestine juive. En 1922, les Arabes de la Palestine ont reçu une part du territoire depuis 1922. La Transjordanie, aujourd'hui appelée la Jordanie. La Jordanie, à cette époque, est donc envisagée comme leur patrie. Et vous pouvez voir facilement sur Internet, tapez la Palestine en 1922, vous voyez bien sur la carte britannique, c'est bien mis Palestine arabe, Palestine juive. Et à l'époque, déjà, certains leaders du mouvement sioniste, comme Vladimir Jabotinsky, vont protester contre cette importante imputation du territoire qu'ils avaient négocié pour servir de foyer national juif. Parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas un cadeau qui leur a été fait à la déclaration de Balfour. Les gens ont négocié, il y a eu des échanges de bons procédés pour dire, bon, voici ce territoire sur lequel nous voulons installer notre foyer. Et vous arrivez et on enlève 77% de territoire. Non, non, ça ne concerne plus votre foyer. Ce n'est que sur les 23% qui restent là que vous allez essayer de bâtir votre foyer national. Donc les gens ont protesté, à juste titre. Donc une fois le partage de 1922 fait, pour respecter les engagements pris envers le mouvement sioniste, les Britanniques devaient trouver les moyens de déplacer une majorité des Arabes sur la rive est du Jourdain, en Transjordanie. Mais quand on dit de déplacer une majorité des Arabes, il faut savoir qu'à cette époque, on n'a pas affaire, ce n'est pas une histoire de millions de personnes. La population arabe était de 600 à 700 000 personnes. Il y avait pas, le territoire n'était pas beaucoup peuplé comme aujourd'hui. Il s'agissait de déplacer une majorité de 600 à 700 000 personnes de l'autre côté du Jourdain pour rejoindre ce qui leur a été réservé comme patrie. Seulement, face à la colère arabe, parce que les Arabes ne sont pas d'accord, et ça on peut le comprendre, hein, face à la colère arabe, les Britanniques n'ont pas eu le courage d'aller au bout de leurs intentions. Pire, pendant la grande révolte arabe de 1936 à 1939, parce que bon, il y a beaucoup d'épisodes, hein, j'en passe les détails, mais de 1936 à 1939, il y a une grande révolte arabe. Les Britanniques vont proposer, en 1937, un deuxième partage à l'issue d'une commission qu'on appelle la commission Peel de 1936, Peel, P2EL, commission Peel de 1936. Les Britanniques vont proposer un deuxième partage de ce qu'ils avaient prévu pour les Juifs. Donc, les 23% qu'ils avaient réservés aux Juifs, ce petit bout-là, ben, ils vont le repartager avec moins d'un tiers pour les Juifs. Donc, c'est-à-dire que le territoire que les Juifs ont négocié au début, ben, finalement, ils se retrouvent avec moins de 10% que les Britanniques leur proposent. Les Juifs, voulant absolument un État, acceptent ce qu'ils étaient en droit de considérer comme une trahison. Mais les Arabes, refusant désormais tout partage devant aboutir à la création d'un État juif, accentuent la pression sur les autorités britanniques qui finissent par rendre caduque la déclaration de Balfour de 1917 par le livre blanc de 1939. Alors que dit le livre blanc? Les traits essentiels:
Rejet de la partition de la Palestine. Donc, il n'est plus question de diviser la Palestine pour donner une partie à des Arabes, une partie à des... Rejet de la partition. Interdiction de vente de terres aux Juifs sur 95% du territoire. Donc, pratiquement, interdiction de vente de terres. Et limitation de l'immigration juive en Palestine à seulement 15 000 personnes par an pendant 5 ans. Et après les 5 ans, c'est terminé, ben, c'est la majorité arabe qui doit décider. En 2 mots, les Britanniques déchirent la déclaration de Balfour en 1939. Le livre blanc rend caduque la déclaration de Balfour. Bon, nous savons que l'histoire ne s'arrêtera pas là, car l'ONU proposera notre partage en 1947. Et donc, on va arriver au second problème, qui est... Le problème est que personne ne parle de conquête quand on parle des conflits, de ce conflit des conflits israélo-arabes. Alors, il faut savoir qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les leaders du mouvement sioniste sauront exploiter la Shoah pour une offensive diplomatique qui se soldera en novembre 1947 par la résolution 181 de l'Assemblée générale de l'ONU sur le partage de la Palestine en 2 États, un État juif et un État arabe. Ça, c'est l'ONU qui propose. L'État juif, proclamé par David Ben Gourion en 1946, est le résultat donc d'une conquête intelligemment et courageusement menée. C'est que depuis sa création, l'État hébreu a dû faire face à plusieurs agressions de ses voisins arabes, notamment en 1948 et en 1967, guerre au cours desquelles Israël a conquis des territoires supplémentaires. Donc, par les armes qui sont attaquées, sont défendues, ils ont acquis des territoires supplémentaires. Alors, aujourd'hui, quand on parle de ces conflits israélo-arabes, le problème est que personne ne parle, ne nomme la chose pour ce qu'elle est. Il s'agit d'une conquête. Personne ne dit que c'est une conquête. D'abord, les Juifs qui ne disent pas qu'ils ont conquis ces territoires. Ils ont un droit de conquête sur ces territoires. Bon, tu parles de la déclaration de l'ONU. Certains vont te dire, bon, ils sont revenus sur la terre de leurs ancêtres, c'était la terre promise. Mais non, même la terre promise, après les années, les décennies dans le désert, quand Moïse meurt à l'entrée de la terre promise, Josué qui prend la suite, il vient pas, il n'a pas sorti un certificat pour dire aux gens, ah, bon, écoutez, c'est Dieu qui nous a donné cette terre, la terre promise. Non, non, ils se sont battus, ils ont conquis le territoire. Commençant par l'épisode de Jéricho, ils se sont battus, ils ont conquis. Et c'est cette conquête qui constitue, qui donne le droit au territoire. Donc même les Juifs aujourd'hui ne disent pas qu'ils ont conquis ce territoire. Il faut dire, alors, ils sont incapables d'évoquer leur droit de conquête. Droit reconnu depuis la nuit des temps à tous les peuples de la terre. La conquête. Surtout quand vous êtes face à des Arabes, le monde arabe a commencé par les conquêtes qui l'ont étalé sur toute la terre, le monde arabo-musulman. Et donc justement, les Arabes, puisque les Juifs semblent peu conscients de leur droit de conquête, mais les Arabes continuent de les harceler jusqu'aujourd'hui en parlant de spoliation de terres, ils nous ont volé des terres, le droit de retour des réfugiés, c'est des territoires occupés, ils sont en train de coloniser les territoires. Ils ont conquis le territoire. Et enfin, la communauté internationale qui refuse désormais à Israël tout droit de conquête. Regardons même aujourd'hui, dans le conflit déclenché par la Russie contre l'Ukraine depuis 2022, là, ces derniers temps, on parle de la rencontre qui doit y avoir lieu entre Trump et Poutine. Et on parle de plus en plus de gains territoriaux pour Moscou. On est en train de voir comment une partie de l'Est de l'Ukraine va revenir
à Moscou, bon, ça ne semble pas anormal apparemment à tout le monde. Moscou, qui est l'agresseur, semble être bien parti pour gagner des territoires. Alors Israël serait le seul pays au monde à qui il est interdit de gagner des territoires, même quand il a été attaqué. Parce que ces territoires dont on parle, Cisjordanie, Gaza et autres, Israël les a acquis après avoir été attaqué, les a acquis dans une guerre. Israël n'aurait pas le droit de conquête, n'aurait pas le droit de conquête. Pauvre Israël. Les Palestiniens auraient le droit d'attaquer Israël, de déclencher des guerres contre Israël, sans jamais risquer de perdre 1 mètre carré de territoire. Gaza a déclenché, le Hamas a déclenché une guerre dans laquelle nous sommes jusqu'aujourd'hui. Non, bon, il va falloir qu'Israël sorte de là, qu'on reconstruise Gaza. Il y a l'Union européenne qui s'est déjà engagée pour reconstruire Gaza, la communauté internationale, et puis on va remettre les Palestiniens tranquillement chez eux, et puis bon, après ils vont recommencer. Sacré privilégié, ces Palestiniens. Alors, le troisième problème, c'est la question religieuse, qu'il ne faut pas taire. La question religieuse a rythmé les évolutions politiques de la région depuis que les Romains, au IIe siècle de notre ère, ont expulsé les Juifs et rebaptisé la Judée en Palestine. Le premier rebondissement a eu lieu au IVe siècle, quand l'Empire romain se christianise, c'est-à-dire l'empereur Constantin devient chrétien. La Terre sainte, où le Christ est né, a vécu et est mort, est investie par le pouvoir impérial qui bâtit d'impressionnants lieux de culte chrétien. Le second temple, le temple du roi Hérode, le second temple, détruit depuis 3 siècles, n'est que ruines abandonnées. Et au 7e siècle, un second rebondissement, quand les conquérants musulmans partis de l'Arabie s'emparent de la région et donc de Jérusalem. Non seulement Mahomet, le dernier des prophètes de Allah, Allah le Dieu d'Abraham, a effectué un voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem sur un cheval blanc, mais c'est du mont du Temple qu'il est monté aux cieux en compagnie de l'ange Gabriel. Vous l'aurez compris, Jérusalem est un lieu sacré pour l'islam, qui construit sur le mont du Temple, sur les ruines même du second temple, une esplanade abritant la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher, l'esplanade des mosquées. Jérusalem, désormais, ville sainte pour juifs, chrétiens et musulmans, ne cessera plus jamais d'être l'objet de rivalité des uns contre les autres. Alors, on va survoler tout ça brièvement. Les musulmans sont les maîtres des lieux à partir du 7e siècle, donc. En Palestine, comme partout en terre d'islam, les juifs, selon le droit musulman, sont admis comme des citoyens de seconde zone, des dhimmis, soumis à de nombreuses discriminations. Et à partir du XIe siècle, c'est la chrétienté, sous impulsion de la papauté, qui conduit plusieurs guerres saintes contre les hérétiques et les infidèles musulmans en terre sainte. C'est le temps des croisades. Des États latins existèrent au Levant jusqu'au XIIIe siècle, quand ils furent vaincus par les Mamelouks d'Égypte. Après les Égyptiens, ce sont les Ottomans qui contrôlent la Palestine du XVIe siècle à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, chrétiens et musulmans, beaucoup plus nombreux et infiniment plus puissants que les Juifs, n'ont jamais pensé que ces derniers pouvaient revenir un jour rétablir une souveraineté juive sur la Palestine. Ah non, ça, personne n'a vu la chose venir. À tel point que quand le mouvement sioniste se met en action, l'Église catholique lui refuse tout soutien
tant que le judaïsme se refuserait à la reconnaissance de la divinité de Jésus. Alors, il faudra attendre en 1993, soit 45 ans après la création de l'État d'Israël, pour que le Vatican le reconnaisse. Pour vous dire que les choses n'ont pas été faciles. Les questions de foi, de dogme religieux, il a fallu 45 ans pour que le Vatican reconnaisse l'État d'Israël. Quant à l'islam, une majorité des fidèles est toujours dans les croyances qui rendent inacceptable la réalité de l'existence même de l'État d'Israël. C'est une question hautement religieuse qui doit se discuter aujourd'hui dans les milieux appropriés entre dignitaires juifs et musulmans. Nous ne sommes pas au IVe siècle quand Rome devenait chrétienne, ni au 7e siècle à la naissance de l'islam, ni au XIe siècle quand la papauté conduisait les croisades pour s'emparer de Jérusalem. Nous sommes au XXIe siècle, dans une communauté internationale plus rassemblée, avec près de 2000 ans d'une chronologie universelle qui nous offre de nombreux rebondissements depuis la destruction du temple et l'expulsion des Juifs par les Romains. Nous avons aujourd'hui une expérience de l'évolution des choses qui devrait nous sortir de la bigoterie, du fanatisme aveugle, fanatisme religieux aveugle. Le quatrième problème, le dernier que j'évoque, mais pas le moindre, qui complique la situation aujourd'hui, est l'alliance entre l'islamisme et l'extrême gauche, la gauche révolutionnaire européenne. Depuis la décennie 1970, dans leur volonté commune de destruction de la civilisation occidentale, l'extrême gauche et l'islamisme se sont alliés. Avec l'aide de leurs amis gauchistes, les islamistes ont réussi à noyauter de nombreux rouages des sociétés occidentales, des grandes administrations régaliennes, des milieux académiques, des milieux médiatiques, culturels et autres. La cause palestinienne étant chère aux islamistes, le Hamas et tous les mouvements terroristes voués à la destruction de l'État hébreu, juste d'un encouragement à peine voilé, qui se traduit par toutes ces condamnations intempestives de l'État d'Israël et toutes les manifestations pro-palestiniennes que vous voyez. C'est la gauche révolutionnaire, c'est cette gauche qu'on appelle l'islamo-gauchisme qui est à l'origine de tout ça. Pour faire plaisir à une rue arabe de plus en plus dense en Occident, l'immigration massive aidant, nombre de dirigeants politiques sont de plus en plus dans la soumission totale à l'offensive islamiste. L'ONU, certaines organisations, certains gouvernements occidentaux, des ONG, des mouvements estudiantins et autres composantes de la nébuleuse islamo-gauchiste s'unissent dans une injuste condamnation de l'État d'Israël quand ce dernier exerce son droit à garantir sa sécurité. Il faut le noter, que les islamistes évoluent plus librement en Occident que dans le monde musulman, où ils sont interdits dans nombre de pays. Ils sont interdits en Égypte, en Arabie Saoudite. Dans les années 1990, ils ont ensanglanté l'Algérie, qui a fini par les vaincre. Après les printemps arabes, les islamistes ont fait des percées électorales dans certains pays, comme en Tunisie, en Égypte, mais les populations vont rapidement déchanter et les rejeter, ce qui fait qu'ils seront rapidement défaits. Alors, j'arrive sur la préoccupation sur le sujet principal, comment arrêter les conflits israélo-arabes. Je dis bien les conflits israélo-arabes et non le conflit israélo-palestinien. Hein. Vous me comprendrez parce que il faut voir que
en 1948, ce n'est pas des Palestiniens qui ont attaqué Israël. C'est l'Égypte, c'est la Jordanie, c'est l'Irak, c'est la Syrie, c'est le Liban. En 1967, c'est une coalition de nations arabes derrière l'Égyptien Nasser. C'était encore l'Égypte, la Syrie, la Jordanie qui ont attaqué Israël. Donc, ce sont des conflits israélo-arabes. Ce n'est pas un conflit israélo-palestinien, comme aujourd'hui on a tendance à vouloir le réduire. D'ailleurs, le dernier épisode que nous vivons encore, ben, c'est le Hezbollah libanais, ce sont les groupes armés en Syrie et en Irak, c'est les Houthis du Yémen, des groupes armés en Cisjordanie et à Gaza avec le Hamas, tout ça chapeauté par l'Iran. Donc, ce n'est pas une affaire d'israélo-palestinien, c'est israélo-arabe. Donc, les Arabes de Palestine, en fait, ne sont que des sacrifiés dans cette tragédie. Leurs leaders ne sont souvent que des corrompus au service d'autres États arabes et très peu concernés par la tragédie de leur peuple. Qui peut faire croire aujourd'hui que les dirigeants du Hamas partagent les souffrances des populations de Gaza? Ce que nous suivons tous les jours quand on voit cette misère, cette souffrance des populations. Des fois même, paraît-il qu'elles veulent fuir, on les empêche de fuir. L'aide alimentaire, ils la détournent pour leurs besoins personnels. Ils s'en foutent totalement des populations. Il faut avoir le courage de dire les choses. Donc, comment arrêter ces conflits-là? Je veux partir des 4 vérités que nous venons d'évoquer pour conclure ma réflexion. Je les répète brièvement. Vérité 1. Les Britanniques ont procédé en 1922 à un partage de la Palestine qui a créé la Transjordanie, qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, avec 77% du territoire destiné à être la Palestine arabe. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller sur Internet chercher Palestine de 1922, vous allez voir, c'est mis Palestine arabe, Palestine juive. Donc, cette partition a été faite à cet effet. Même si les Britanniques n'ont pas pu aller jusqu'au bout de leur projet, de leurs intentions. Vérité 2. Le territoire d'Israël est le fruit d'une longue conquête, faite d'achats de terre, de défense de ses possessions, de gains territoriaux pendant des guerres défensives. Il s'agit d'une terre et d'un territoire sur lequel Israël peut légitimement appliquer et exiger le respect de son droit de conquête. C'est ce qu'il se fait partout depuis la nuit des temps et encore aujourd'hui. Vérité 3. Pendant près de 17 à 18 siècles, personne n'a pensé que les Juifs, éparpillés parmi les nations, reviendraient un jour rétablir leur souveraineté sur Jérusalem, après en avoir été expulsés par les Romains. Personne. Mais voilà, aujourd'hui, depuis 1948, ils y sont et il faut s'y faire. Depuis 1948, il y a l'État qui est né. Il faut s'y faire. D'ailleurs, si on est vraiment spirituel, parce que bon, j'ai dit qu'il y a un aspect spirituel religieux dans ce problème, si on est vraiment spirituel, je dis bien spirituel et non croyant ou encore moins religieux, simplement un bigot, mais spirituel, on doit plutôt prendre du recul et observer la renaissance d'Israël avec les interrogations appropriées. Enfin, si l'on a vraiment foi en Dieu, le Dieu d'Abraham, et qu'on le croit capable de réaliser des miracles, pour les croyants, alors, comment peut-on ne pas s'interroger sur cette improbable renaissance d'Israël? En tout état de cause, de la même façon que l'Église a dû réviser sa position face à cette réalité que représente l'État d'Israël depuis 1948, l'islam du XXIe siècle
devrait pouvoir adapter son interprétation de l'héritage de la foi au monde tel que le Tout-Puissant nous le présente aujourd'hui. Je parle pour celui qui a la foi. La quatrième vérité est que si l'islamisme est confronté à des difficultés dans une grande partie du monde arabo-musulman, il évolue en Occident au nom de la démocratie et de la liberté comme un poisson dans l'eau. La tâche de l'islamisme est d'autant plus facilitée en Occident que son alliance avec l'extrême gauche met à sa disposition un réseau d'influence, un réseau bien infiltré dans tous les rouages de la société, un réseau bien financé par la générosité de certaines monarchies du Golfe arabo-persique. L'ampleur de la propagande pro-palestinienne ou anti-israélienne, on parle d'apartheid, de génocide, de famine, toute une propagande mensongère. Donc, cette propagande anti-israélienne est le fruit de cette collaboration entre l'islamisme et le gauchisme. De larrons en foire, dont l'obsession est la destruction de la civilisation occidentale, la destruction de la civilisation judéo-chrétienne. Dans tous les cas, la gauche révolutionnaire, elle était, avant la chute, avant l'écroulement de l'Union soviétique, elle était au service de l'Union soviétique pour la destruction de l'Occident. Bon, depuis l'Union soviétique est tombée, aujourd'hui ils ont trouvé un autre allié, ils détestent cette société, ils détestent cette civilisation, ils veulent la détruire par tous les moyens. Donc aujourd'hui, ils sont au service de l'islamisme pour détruire la civilisation occidentale. Malheureusement, par ignorance et naïveté, de nombreuses personnes sont abusées par les mensonges de ce discours pro-palestinien. Donc, on arrive sur les mesures concrètes. Quand est-ce que les conflits israélo-arabes cesseront? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça l'objectif. Alors, ces conflits cesseront quand les arabo-musulmans arrêteront d'attaquer Israël. Puisque depuis le début, c'est en 1948, c'est les nations arabes qui ont attaqué Israël. En 1967, c'est pareil, 1973, et même les guerres qu'il y a eu d'Israël contre le Liban, c'est les groupes armés palestiniens, Yasser Arafat et autres, qui étaient au sud du Liban, qui attaquaient Israël. Donc Israël a dû faire la guerre au Liban. Après, c'était le Hezbollah. Donc chaque fois, c'est les arabo-musulmans qui attaquent Israël. Et la dernière guerre que nous vivons encore aujourd'hui, qui a commencé le 7 octobre 2023, on a vu ce que le Hamas a fait. Donc, ces guerres-là cesseront quand les arabo-musulmans cesseront d'attaquer Israël. C'est eux qui attaquent chaque fois. Et quand est-ce que ces arabo-musulmans-là cesseront d'attaquer Israël? Les arabo-musulmans cesseront d'attaquer Israël quand ils cesseront de croire que. J'ai déterminé, il doit y avoir plusieurs éléments, mais j'en ai déterminé 4. Quand ils cesseront de croire que, 1, ils ont raison de vouloir détruire Israël. Parce qu'aujourd'hui, il y a une telle désinformation, donc il y a un narratif historique qui simplificateur et mensonger. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, voilà, c'est la déclaration de Balfour qui a donné les terres aux Juifs, et puis après la Seconde Guerre mondiale, parce que les nazis ont tué les Juifs, donc les Occidentaux, pour se donner bonne conscience, sont allés donner la terre des Palestiniens aux Juifs qui sont partis depuis 2000 ans. C'est tout à fait faux, tout ça. Tout ça, c'est des histoires. C'est pas comme ça que les choses se passent. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur ce conflit où je rentre beaucoup plus dans les détails. Cette vidéo que je vais mettre en description, qui s'appelle Israël face aux arabo-musulmans. Non, c'est pas la déclaration de Balfour qui a donné Israël aux Juifs. Non. Ils se sont battus. Il y a eu
plusieurs phases. D'ailleurs, la déclaration de Balfour, comme je vous ai dit, en 1939, les Britanniques vont la déchirer en 1939 avec le livre blanc. Donc, quand les gens auront la bonne information, seront bien informés sur cette histoire, alors ils pourront comprendre qu'ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas raison de vouloir détruire Israël si Israël ne leur a pas volé de terre. Deux, quand les arabo-musulmans cesseront de croire qu'ils peuvent détruire Israël, parce que ça soit toutes les guerres, prenons celle de 67, les États arabes, les nations, les États arabes autour d'Israël étaient persuadés, mais qu'ils allaient faire d'une bouchée cet État naissant. Après tous les Israéliens en 1940, 47, 48, ils étaient combien? C'était autour de 600 000, 700 000 personnes. Ils étaient persuadés qu'ils allaient les exterminer tout de suite. Mais ça n'a pas marché. Après, ils ont pris près de 20 ans pour revenir en 1967, bien préparés, avec toute une campagne de mobilisation des populations arabes, avec Nasser comme le grand leader du monde arabe. Nasser était sûr de son coup. Ils allaient exterminer l'État hébreu. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Bien au contraire, Israël non seulement les a vaincus, mais leur a pris beaucoup de territoire. La guerre dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais l'Iran, depuis 1979, l'Iran est persuadé qu'ils vont rayer Israël de la carte. Ils ont préparé tout le proxy, le Hezbollah, le Hamas, les groupes armés en Syrie, en Irak, dans les territoires occupés de Cisjordanie, à Gaza, les Houthis au Yémen. Pardon, les Houthis au Yémen. Donc, voilà, c'est tout un dispositif, avec eux-mêmes l'Iran derrière. Non, ils étaient persuadés. Ils pensaient qu'ils pouvaient détruire Israël. On a vu ce que ça donnait. Donc, il faut que les Arabes cessent de croire qu'ils peuvent détruire facilement Israël. Ça, c'est important. Et quand est-ce qu'ils vont cesser? Ben, quand ils cesseront aussi de croire que ça ne coûte absolument rien de tenter de détruire Israël. C'est-à-dire, il faut qu'ils aient conscience qu'ils auront à payer le juste prix pour leurs tentatives infructueuses de détruire Israël. C'est-à-dire, quand on engage une guerre et qu'on la perd, on doit souffrir de perte des territoires. Voilà. Les gens, tu déclenches une guerre, tu la perds, ben, tu dois perdre des territoires. Et nous allons revenir là-dessus quand nous allons voir les conditions pour les Israéliens. Les Arabes, quand ils attaquent Israël, doivent savoir qu'en retour, s'ils perdent la guerre, ben, ils doivent pouvoir perdre des territoires. Et quatrième élément, quand les arabo-musulmans cesseront de croire qu'un territoire qui a été terre d'islam doit le rester à jamais. Non. Ils sont eux-mêmes restés dans la péninsule ibérique pendant 7-8 siècles. À un moment donné, ils en ont été chassés. Pendant 2-3 siècles, la chrétienté a organisé des croisades, ont créé des États latins au Levant. Ben, ils sont restés là 2-3 siècles. Bon, après, ils ont été vaincus. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que il n'y aurait que le monde arabe qui garderait ad vitam aeternam des terres? Non, tous les peuples gagnent, perdent des terres. Donc, quand il faut qu'ils cessent de croire que bon, ben, la Palestine, ça a été arabe, donc ça doit rester arabe définitivement, non. On ne peut pas fonctionner comme ça dans le concert des nations, sinon on ne s'en sortira pas. Les grandes autorités religieuses de l'islam doivent se prononcer et aider l'opinion, aider à sortir l'opinion de la rue arabe, de l'islamisme radical qui empêche une région bénie avec tant de richesses, richesses humaines, richesses naturelles. Cette région, il y a plein de pétrole, il y a plein de gaz, il y a des hommes de valeur, ses cousins sémites entre juifs et arabes, de vraies valeurs humaines, que cette région puisse vivre
dans la prospérité, la sécurité. Et que non, tous les jours, depuis des décennies, les conflits du Moyen-Orient, enfin, je pense que euh, il devrait quand même, ça devrait même un peu les gêner, cette situation. Donc, voici ce que le monde arabo-musulman doit comprendre pour que ces conflits-là cessent. Ils n'ont pas raison de vouloir détruire Israël. Ils ne peuvent pas détruire Israël. Ils perdront du territoire, des territoires si ils attaquent et qu'ils perdent. Et qu'une terre qui a été arabe n'est pas arabe ad vitam aeternam. Une terre qui a été musulmane. Au niveau de la communauté internationale, quant à la communauté internationale, comprendra et appliquera autant à Israël qu'aux États arabes les mêmes standards. C'est-à-dire que on a l'impression, quand on regarde ces conflits, qu'il y a des règles pour tous les pays de la Terre et des règles spéciales quand il s'agit des Juifs. Regardez aujourd'hui Kaliningrad. Il y a un bout de territoire qui appartient à la Russie, coincé entre la Pologne et la Lituanie. On se demande d'où ça sort que ce territoire appartienne à la Russie. Ben, c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale que les Soviétiques, au moment où l'Allemagne nazie était en train d'être défaite, que les Soviétiques ont acquis ce bout de territoire. Et jusqu'aujourd'hui, Kaliningrad, du temps des Allemands, c'était Königsberg. Kaliningrad est devenu soviétique, aujourd'hui russe. C'est un droit de conquête que personne ne conteste. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de marche contre la présence des Russes à Kaliningrad? Ça n'a rien à voir avec la Russie, Kaliningrad. On ne voit pas de marche pour demander aux Russes de libérer Kaliningrad. Ni à Paris, ni à Londres, ni nulle part. Alors, pourquoi est-ce que les Juifs, l'État Israël, des territoires qu'il a conquis pendant qu'il était attaqué, les gens ont dit tu dois libérer. Donc, il y a deux poids, deux mesures. Il y a un double standard. Il faudrait qu'on comprenne. Deuxième point concernant la communauté internationale. Quand elle arrêtera l'hypocrisie d'avoir oublié qu'en 1922, 77% de la Palestine a été attribuée aux Arabes et que les Arabes de la Palestine ont une patrie qui s'appelle aujourd'hui la Jordanie, que les populations de Gaza pourraient y refaire leur vie. Alors, il faut savoir que les déplacements de population sont parfois nécessaires comme solution politique. Entre l'Inde et le Pakistan, c'est plus de 10 millions de personnes qui ont dû se déplacer. Bon, les musulmans ne s'entendaient pas avec les hindous, les sikhs. Bon, on n'a pas divisé le pays, les gens se sont déplacés. Près de 10 millions de personnes. Alors, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce sont des millions d'Allemands qui ont fui ou bien qui ont été chassés de la Prusse orientale. Justement, je parlais de Kaliningrad, tout ça c'était la Prusse orientale. C'était les Allemands qui étaient là-bas. Aujourd'hui, on entend souvent dire qu'il est impossible de déplacer les populations de Gaza. Il suffit d'évoquer cette solution pour déclencher les accusations de nettoyage ethnique. Que des anathèmes. Aucune recherche responsable de solution. Certes, difficile, oui, c'est pas facile de quitter son foyer, de quitter cette terre où on a toujours grandi, où des fois on est depuis des siècles, depuis des générations. Mais bon, ça arrive. Ça arrive et ça peut permettre des fois de débloquer des situations. Permet de trouver de vraies solutions pour aller vers la fin des souffrances. Oui, la communauté internationale doit se ressaisir et, pour l'avenir des Arabes de la Palestine, inclure dans les solutions la
Jordanie. Car c'est à cet effet qu'elle fut créée en 1922 de toutes pièces. Même Habib Bourguiba, l'ancien président de la Tunisie, Habib Bourguiba, un chef d'État arabo-musulman, l'a dit, il a reconnu, il a dit, mais la Jordanie, c'est la patrie des Palestiniens. Habib Bourguiba l'a dit. Troisième point concernant la communauté internationale. Quand elle cessera tout ce gaspillage d'argent public pour prendre en charge 3 ou 4 ou 5 générations, je ne sais pas, de Palestiniens dans des camps de réfugiés, au Liban, en Syrie, en Cisjordanie, à Gaza, un peu partout. Toutes ces sommes devraient aider à l'installation des Palestiniens qui choisiraient de vivre décemment en Jordanie, plutôt que de compter sur cet hypothétique droit de retour. Ils ont un droit de retour. Ils vont retourner où? Quatrième point concernant la communauté internationale, quand elle prendra conscience du péril islamique qui menace la paix mondiale et pour lequel une défaite définitive en Israël sera un coup d'arrêt. Israël, aujourd'hui, mène en fait un combat pour tout le monde. Il faut considérer ce péril islamiste dans toutes ses dimensions, notamment dans son alliance avec l'extrême gauche occidentale. L'Occident a besoin d'un réveil populaire sur cette réalité. Il faut mettre hors d'état de nuire les apprentis sorciers que sont les Jean-Luc Mélenchon et consorts. Et les dernières conditions pour que ces conflits cessent concernent Israël et tous les Juifs eux-mêmes. Quand Israël et tous les Juifs comprendront que Israël doit faire respecter son droit de conquête. C'est une erreur de vouloir complaire à un ennemi déterminé à t'exterminer, à vous exterminer pour mériter d'exister. Car l'ennemi sera plutôt encouragé par vos gestes qui, à ses yeux, passeront pour de la faiblesse. Ce fut une erreur de rendre le Sinaï à l'Égypte. La logique de la paix contre le territoire rendu est un leurre. Ce n'est pas une question de territoire, c'est une question du droit d'Israël d'exister. Ce n'est pas une question de territoire. C'est un leurre de la paix contre la terre. C'est un leurre. Le monde arabo-musulman, je le répète, est un monde qui sait ce que c'est que le droit de conquête parce qu'eux-mêmes, ils ont beaucoup conquis des territoires à travers les siècles. Que voulait faire Nasser en 1967? Il a dit, tout le monde peut aller regarder sur les vidéos, toutes les vidéos qui circulent. Il voulait exterminer Israël. Il a dit aux responsables de l'ONU, la semaine prochaine, on ira prendre ensemble le thé à Tel Aviv. Il a mobilisé toute la nation arabe pour détruire Israël. Et vous arrivez à le vaincre et après le territoire, vous le rendez. Mais vous les encouragez. Vous les encouragez. Alors aujourd'hui, Israël doit annexer Gaza. Israël doit annexer la Judée-Samarie, des territoires qu'il a conquis. Si vous n'annexez pas Gaza, si Israël n'annexe pas la Cisjordanie, mais les guerres continueront toujours. Parce que c'est un encouragement. Ce n'est pas une question de rendre des terres. La question qui est posée, c'est le droit d'existence d'Israël. Les guerres cesseront quand Israël et les Juifs comprendront que les preuves d'amour ou de bonne volonté, volonté de coexistence pacifique, ne suffiront pas toujours. C'est bien, les preuves d'amour, c'est bien de vouloir vivre dans un environnement pacifique, de faire la paix avec son environnement. Mais il faut faire attention que ça ne soit pas mal interprété. Prenons l'exemple du 7 octobre. Quelles sont les populations qui ont été massacrées? Ce sont les populations qui étaient
autour de Gaza, mais ces populations, c'est souvent les populations pacifiques qui essaient de vivre en bon terme avec les Palestiniens, qui leur donnaient du travail, leur prodiguaient des soins quand c'était nécessaire. Mais quand la personne en face pense que tu as volé sa terre, que la terre sur laquelle tu es ne t'appartient pas, ça lui appartient. Mais tous ces signes d'amour, de bonne volonté, mais il les prend pour de la foutaise. Tu le prends pour un imbécile. Tu veux le flatter, le tromper. Non, ce n'est pas une affaire de signe d'amour ou de preuve de volonté de connaissance. Il faut que, en face, l'arabe sache que où tu es là, tu as le droit d'être là, que tu as conquis cette terre, que cette terre t'appartient. Ce n'est que quand il intégrera ça qu'il arrêtera de t'agresser. Et le dernier point pour Israël et les Juifs, ça je dirais pour ceux qui croient que le retour d'Israël est un miracle, le croyant, qu'on soit juif, chrétien ou musulman, on croit que on croit au miracle de Dieu. Donc pour ceux-là, il faut savoir que Dieu ne compose pas avec ceux qui ne respectent pas sa volonté. On voit dans le premier livre de Samuel comment Dieu rejette le premier roi d'Israël, Saül, parce qu'il a dit à Saül, bon, ben, tu vas attaquer les Amalécites, et puis bon, ben, tu extermines tout le monde. Tu ne laisses personne vivant, ni aucun animal, le gros bétail, le petit bétail, tu extermines tout le monde. Et Saül, lui, va faire la guerre, il gagne, et puis bon, ben, il préserve la vie du roi Amalécite, je crois que c'est Agag ou quoi, il préserve sa vie, il garde le gros, le petit bétail pour ses besoins. C'est comme ça que Dieu l'a rejeté. On dit que Saül n'a pas respecté sa volonté. Donc, si vous bradez les terres que Dieu vous aide à acquérir en les rendant l'ennemi, mais Dieu finira par vous punir parce que si vous considérez que c'est un miracle de Dieu qui a fait que vous êtes là, mais donc ça veut dire que ces terres-là, c'est Dieu qui vous les a données. Oui, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. La tragédie des conflits israélo-arabes, c'est cela quand tout le monde, juifs, arabo-musulmans et toute la communauté internationale, admettra que Israël a conquis son territoire et qu'au nom de son droit de conquête, il a le droit d'exister souverainement en toute sécurité sur ce territoire. J'en ai fini. Likez, commentez, partagez. Mieux, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines réflexions de Mathieu l'Afrique. Je dois avouer que je suis un peu déçu ces derniers temps parce que les vidéos, les nombres de vues sont faibles. Je trouve vraiment très faibles. Pourtant, je me donne beaucoup de mal pour ce travail. Donc, j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin de vous pour aider la chaîne à aller de l'avant. Merci et à la prochaine vidéo. Au revoir.